pour cette troisième émission de la saison 2 de Podcaf. Je suis en compagnie de Clément, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Et bonjour. Salut Clément. Et puis je suis en compagnie d'un invité que vous n'avez jamais entendu, c'est Gaël Chevalier. Bonjour Gaël. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu avant qu'on commence à parler de reco, etc. Oui, alors moi c'est Gaël Chevalier, je suis coutelier depuis 1 an et demi. Et toi et moi, on se connaît depuis 3-4 ans. Ouais. Dans la vie en général, on s'est connus en dehors de la coutellerie, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Donc du coup, t'es avec nous aujourd'hui pour parler de coutellerie. Cet épisode se situe un peu en continuité de l'épisode qu'on avait déjà fait sur l'artisanat avec Léo. Et du coup, on a la petite tradition des recommandations en début d'épisode. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien commencer à faire tes recos ? Moi, j'ai 2 recos. Je voudrais faire une reco pour Maison Feudon. Maison Feudon qui est une maison en Haute-Vienne de miel. Ils font un travail exceptionnel avec des produits d'exception. Donc je voudrais les recommander parce qu'ils méritent à être bien plus connus qu'ils ne le sont actuellement. Et puis une deuxième recommandation pour mon village, qui est passé village et ville des métiers d'art, et qui met en avant beaucoup l'artisanat, et donc on a plein d'artisans qui s'installent et qui sont au top. Ok. Il y a une asso ou quelque chose qui est monté qu'on peut aller voir sur internet. Il y a l'Office du tourisme qui développe beaucoup d'accord. Ça, l'Office du tourisme de Saint-Léo, et des sites comme Ici Limousin, je crois que c'est Ici Limousin, qui développe l'artisanat dans la région. Ok, eh bien parfait. Merci pour ce recall. Clément, t'en as quelques-unes ? Ouais, alors moi j'en ai une seule qui est musicale pour une fois. Ok. Ça change un peu. Alors ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est une autrice, compositrice, chanteuse qui s'appelle Théa, une française qui fait de la musique électro, rock, hyper pop. Donc c'est des choses un peu nouvelles et qui peuvent très vite déranger. Enfin, c'est pas habituel quoi. Il y a beaucoup d'énergie, les clips sont fantastiques. En concert, à ce qui paraît, c'est une folie. Donc voilà, allez checker ça, elle mérite. Il y a une sacrée ambiance, il y a un sacré style. Faites les curieux, voilà. Ok, ouais, tentez le coup pour voir, et puis vous verrez bien. Moi, pour le coup, c'est une visite qu'on a faite hier. Donc alors, à l'heure où on tourne l'épisode, on est le 2 octobre. Et hier, on s'est baladé à Oradour-sur-Glane. J'avais jamais fait le village martyr d'Oradour-sur-Glane. J'en avais évidemment entendu parler à l'école, dans les cours d'histoire, etc. Et j'imaginais ça beaucoup plus petit, parce que sur les images qu'on a dans les livres d'histoire, on voit quelques maisons, quelques ruines. On a aussi des images de l'église et puis d'une rue, mais on n'imagine pas que c'était vraiment c'était une ville à part entière, quoi. Il y avait vraiment tout un monde qui vivait là-bas. C'était pas juste un gros hameau. Donc c'est le truc qui m'a vraiment frappé. Et puis il y a évidemment le tombeau où ils ont récupéré des cendres et des morceaux des gens qui ont été massacrés dans ce village. Alors, désolé, c'est pas très fun, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même. Et du coup, c'était assez frappant. Donc je me suis pris une petite claque hier en visitant ce village-là. Donc voilà, je vous invite à y aller, ne serait-ce que pour la mémoire de ce qui a pu être fait comme horreur à cette période-là. Et puis voilà. On va passer à quelque chose de plus gentil pour la suite. Avec du coup la coutellerie. Alors passion qu'on a en commun avec Gaël. Alors à des niveaux différents. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça naturellement, ou t'as vu des gens faire, ou t'as vu des couteaux, tu t'es dit tiens c'est joli, et qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on fabrique, comment ça a démarré cette passion pour... Alors moi ça a été pendant un stage. En fait je voulais juste me fabriquer mon couteau de poche pour avoir mon petit couteau de table comme tout le monde, quoi. Donc j'ai fait un stage week-end chez un coutelier qui s'appelle Adrien Boulmer, qui est en Vienne. Et donc j'ai passé 3 jours avec lui pour fabriquer un pliant, et ça a été un coup de cœur, quoi. Ça a été un coup de cœur, c'était voir de la matière brute se transformer et en faire un objet comme un couteau de poche. Je trouvais ça formidable et j'ai voulu faire ça pour toujours, quoi. Ça a été une vraie révélation, vraiment. Ok. Puis il y a un côté traditionnel au couteau. J'imagine qu'il y a
un côté déjà l'artisanat et puis le côté l'espèce de compagnon de tous les jours que pouvaient avoir nos ancêtres qui s'en servaient beaucoup plus que nous certainement pour tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça, t'as le couteau de poche qui t'accompagne partout pour aller aux champignons, pour le petit repas avec la famille, pour aller se faire un casse-croûte. C'est vraiment c'est ancré dans la tradition française. Donc cette idée-là aussi de transmettre, de transmission, c'est un bonheur. C'est un véritable bonheur. Et puis au-delà français, je pense que même d'un point de vue historique, il y a toujours eu des objets tranchants, des techniques différentes en fonction des pays, des choses comme ça. Et je pense que il y a des sacrés morceaux d'histoire dans ce qu'on arrive maintenant et d'un point de vue historique sur tous ces métiers-là, quoi. Ouais. Oui, il y avait un post là dernièrement sur Facebook, un couteau qui date de je sais plus quand, 500 ans après Jésus-Christ, des traces des premiers couteaux pliants, quoi. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture depuis toujours, vraiment. Ouais. Les premiers outils c'était les silex, donc il y a un côté très primal aussi dans l'outil en soi, le besoin de couper ou de faire quelque chose, de gratter, ouais. Oui, parce que le couteau est un outil avant tout. Hein. Oui. Donc il est utile pour couper le morceau de viande, mais il peut être utile pour couper un câble, pour n'importe quoi. Donc, du bois ou quoi que ce soit, faire un feu. Exactement. Ok. Du coup, après ce stage-là, est-ce que tu t'es intéressé aux travaux d'autres couteliers que le maître avec qui t'as fait la formation ? Oui, je me suis beaucoup renseigné. Déjà, je me suis inscrit sur des forums de coutellerie pour pouvoir lire un maximum d'informations, pour découvrir le métier, plus que ce que j'avais vu en stage. Ça m'a hanté, quoi. Il a fallu que je lise tout, que j'essaie de comprendre. Donc j'ai passé pas mal de temps à lire des forums, à regarder des vidéos pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un couteau, comment arriver à un produit final qui donne envie. Donc j'ai passé 2 ans sur des forums sans pouvoir travailler parce que j'avais pas d'atelier, donc je pouvais pas travailler les couteaux. Et une fois que j'ai déménagé, j'ai monté mon atelier pour pouvoir commencer concrètement, donc il y a 18 mois, concrètement la fabrication de couteaux. Et depuis 18 mois, j'ai essayé de faire évoluer mon travail tout le temps, avec des nouvelles machines, des nouvelles finitions, des nouveaux designs. J'essaie de pousser toujours un peu plus loin, quoi. Ok, parce que il y a un côté où le couteau, ça fait tellement longtemps que ça existe et qu'on en utilise. Est-ce que il n'y a pas un aspect, on en a fait le tour et du coup réinventer l'outil ou l'objet, que ce soit l'objet de déco qu'on va avoir dans une collection ou l'objet qu'on va sortir à table ou pour faire tout autre chose. Est-ce que il n'y a pas un côté tout a été vu et tout a été fait ? Ou alors très dur au moins de réinventer la chose. J'en discutais avec un copain que je vais nommer, Mathis Poujol, qui est un très très grand coutelier, qui est un jeune qui a 18 ans et qui fait des couteaux depuis très très longtemps, qui a toujours fait des couteaux. Et on en discutait hier et il me disait que les couteaux, effectivement, c'est difficile de réinventer, mais par contre on peut leur donner une autre ampleur par notre façon de travailler, des finitions différentes, vraiment apporter quelque chose de nouveau sur quelque chose qui est déjà existant, apporter une touche de plus récent, voilà, avoir une vraie signature. Et la plupart des gros couteliers actuellement en France ont vraiment leur signature. On me met 10 couteaux sur une table, je saurais reconnaître qui est qui, quoi. Ok, que ce soit dans les matières utilisées ou dans la façon de faire ou autre. Oui, exactement, dans les finitions, dans les détails, dans les formes de couteaux, il y a vraiment des signatures, on les reconnaît vraiment. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de te lancer là-dedans ? C'est vraiment le stage qui t'a fait, t'as eu le déclic tout de suite ? Ah oui. Ok. Ouais. En sortant du stage, je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. D'accord. Ouais, ça a été. Du coup, tu t'es mis dedans à fond. Ouais. Et puis, tu le sais, hein, parce que t'es venu avec moi chercher une perceuse à 2 heures de route pour que je commence déjà à stocker les machines pour quand j'aurai l'atelier. Oui, ça. Oui, vous aviez pas encore déménagé, ouais. Ouais. Donc, j'avais commencé déjà à envisager l'atelier et à prendre les premières machines pour pouvoir le créer
ouais. Et du coup, tu t'es formé uniquement avec ce stage qui t'a fait découvrir et les forums. Et après, c'est tout seul Non. dans ton début d'atelier à regarder, etc. Ah, ou- entre les forums et l'atelier. Ouais. Et l'atelier, j'ai été 3 jours chez un coutelier qui s'appelle Jiminy Clostra, qui est du côté de Grenoble, et qui, lui, m'a vraiment appris des bases très solides pour la coutellerie, qui est un très grand coutelier français, qui fait un travail exceptionnel. Et lui m'a vraiment appris les bases avant que j'ai mon atelier. C'était 1 an avant que j'ai l'atelier. Donc j'ai créé mon premier couteau sur roulement céramique avec lui. Et ça a été, la confirmation que c'était vraiment ce que je voulais faire. Ok. Donc tu avais déjà, peut-être pas forcément une prédisposition, mais déjà un intérêt qui était, on va dire, très largement suffisant pour Ouais. faire quelque chose de bien avec ça. Oui, après, entre ce qu'on voit sur les forums, un stage, et puis se retrouver seul dans son atelier, il y a quand même Ouais. un monde. Et donc ça a été surtout 1 an. Enfin, j'ai passé 8 mois à vraiment découvrir mes machines, tester des choses, dessiner beaucoup. Et puis depuis janvier, depuis que j'ai une fraiseuse, j'ai attaqué à faire des couteaux sur roulement céramique. Donc ça fait 8 mois, là, 9 mois, que j'ai commencé réellement à faire des couteaux pour des salons et pour des événements. Et du coup, comment tu travailles Est-ce que tu as une manière de fonctionner? Est-ce que tu réfléchis déjà sur papier avec un crayon? Tu fais quelques ébauches et après tu réfléchis à quelle matière tu vas mettre dessus, etc. Ou comment tu conceptionnes un couteau avant d'aller le faire dans ton atelier? Alors déjà, je dessine beaucoup, donc j'ai déjà plusieurs modèles que j'ai dessinés. Depuis 1 an et demi, je dois en avoir 7-8. Et depuis, donc, ce que je fais, c'est que j'ai des matières et j'essaie d'imaginer quelles associations pourraient être sympas, sur quel modèle. Et à partir du moment où j'ai une idée d'association, quelque chose qui me botte, j'attaque. Ou alors, si je veux tester des choses, à ce moment-là, je vais faire des couteaux test entre guillemets, où je vais faire des choses que j'ai pas encore travaillées pour découvrir ça. Moi, petite question, est-ce que tes couteaux, la forme de tes lames ou quoi que ce soit, sont un certain style identifiable? Parce qu'il y a les couteaux de boucher, il y a les couteaux de table, qu'est-ce que tu fais toi du coup? Moi, c'est des front flips, ce qu'on appelle des front flips, donc c'est des couteaux avec des verrouillages liner lock sur des roulements à billes, ce qui fait que les lames sont très fluides et l'ouverture est très rapide. Et donc j'ai développé plus ce style de coutellerie, donc c'est la coutellerie contemporaine. Il y a vraiment 2 coutelleries en France. Il y a la traditionnelle, avec tous les anciens couteaux, tous les vieux modèles, ou même un peu plus récents, ou des layolles, ou ce genre de choses. Et après, on a, nous, la coutellerie qui vient beaucoup des États-Unis, qui est donc le contemporain sur front flip. Ok. Tu travailles avec quelle matière? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre coutellerie contemporaine et coutellerie plus traditionnelle au niveau des matières travaillées? Alors, pas tellement au niveau des matières, même si la coutellerie traditionnelle travaille quand même des matériaux beaucoup plus nobles de manière générale, mais ça va être surtout sur les mécanismes. Ça va être des mécanismes anciens, sur des couteaux à pompe ou des crans ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de roulement à billes, il n'y a pas tout ça, quoi. On est vraiment sur la coutellerie à l'ancienne avec des mécanismes traditionnels. Ok. Tu as fait plusieurs salons en 1 an déjà, c'est beau. Comment ça se passe pour les salons? J'imagine que l'ambiance doit être quand même plutôt sympa, qu'on se retrouve entre passionnés et que ça fait du bien de parler avec des gens qui comprennent. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, on est enfermé tout seul dans son atelier, et puis le salon, c'est le moment où on va retrouver les collègues, on va rigoler, on va se faire des repas, on va avoir les collectionneurs avec qui échanger, qui vont voir aussi notre travail évoluer, parce que c'est eux qui ont le plus gros regard sur notre travail. C'est eux qui vont voir notre évolution, qui vont voir un petit peu comment on avance, etc. Enfin, en tout cas pour moi qui débute. Donc ouais, les salons, c'est vraiment le pied. Donc j'ai fait 4 salons depuis le début de l'année. J'ai fait Toulouse, Coutelia, Négropolis et SICAC à Paris. Ok. Et justement au SICAC, tu as été récompensé par un prix, Oui. le prix du couteau pliant. Oui, c'est ça.
J'ai eu le prix du couteau pliant. Je m'attendais vraiment pas à l'avoir. Comme j'ai pu te raconter, j'étais un peu sur le cul. J'étais un peu choqué de recevoir ce prix. Mais c'est en même temps tellement bon de recevoir un prix, de se dire que notre travail est apprécié, qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Parce que c'est beaucoup de temps seul aussi dans son atelier, à travailler seul, à pas avoir le regard de l'autre pour savoir où se situer. Donc là, ça a été vraiment une super récompense. La reconnaissance de ses pairs et de spécialistes, d'avoir justement, quand tu travailles tout seul et que c'est bien beau, mais le jour où tu as cette récompense-là, ça fait quand même du bien au moral et ça donne envie, quoi. Ah oui. De continuer, quoi. Genre, c'est une première récompense, hein, oui. Avant de parler d'argent ou de quoi que ce soit. Et puis l'aval de ses pairs, c'est quand même c'est pas mal. Oui, et puis surtout, comme je disais, ça fait pas très longtemps, donc je m'attendais vraiment pas à avoir un prix. J'étais à 1000 km de me douter que je pourrais avoir ça, parce qu'il y a tellement des artistes exceptionnels en France, hein, des couteliers incroyables. Enfin, c'est les Zidane de la coutellerie. Moi, je suis au milieu, petit débutant. Donc voilà. Ok. Justement, quand on parlait d'artisanat dans l'épisode qu'on avait fait dessus, on parlait souvent que l'artisanat c'est une activité précaire. Oui. Comment ça se passe dans le milieu de la coutellerie, que ce soit pour toi ou de manière globale chez les couteliers? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres? Pourquoi d'autres s'en sortent moins bien? Est-ce que ça dépend uniquement de leur qualité de fabrication, de leur style, ou qui plaît peut-être moins bien, ou qui n'est pas tombé dans une mode Alors effectivement, c'est un métier précaire. On a encore des couteliers qui arrêtent en ce moment, hein, des grands couteliers comme Arnaud Dallier qui ont décidé d'arrêter parce que on dépend beaucoup de l'envie des gens et des moyens des gens. Donc on est quand même en crise. C'est difficile, c'est un métier où c'est difficile, et surtout il y a eu beaucoup de nouveaux couteliers qui sont apparus depuis la Covid, dont je fais partie, hein. Et du coup il y a beaucoup de concurrence, donc c'est pas évident. C'est difficile d'en vivre au début, c'est le temps de se faire connaître, c'est se faire la main, et l'investissement à donner pour s'équiper, pour oui, j'ai investi. Ça rend flou derrière, oui, ça doit pas être. Oui, c'est ça, j'ai investi de mes économies pour pouvoir me lancer. Et effectivement, il y a des couteliers qui marchent mieux que d'autres, mais c'est parce qu'ils sont là depuis 20 ans, qu'ils sont extrêmement connus, que leur travail est irréprochable. Donc évidemment, ceux-là sont même sur liste d'attente pour avoir des couteaux chez eux. Mais je travaille pour aller dans ce sens-là et pour pouvoir avoir une clientèle régulière. Ouais. Est-ce que c'est un petit milieu entre artisans et collectionneurs ou les acheteurs, on va dire, fréquents ou réguliers, ou ceux au moins qui s'intéressent à la coutellerie? Est-ce que tout le monde se connaît, ou il y a quand même un large réseau Alors il y a un peu de tout. Sur les salons, ça va être surtout les collectionneurs qu'on connaît, qui nous ont déjà acheté des pièces et qui font de la collection, vraiment de la vraie collection. Donc il y a cette clientèle-là, et puis il y a une autre clientèle qui est beaucoup plus discrète et qui va nous contacter, qui va pas publier les couteaux qu'ils achètent sur les réseaux, et qui vont juste avoir envie de se faire un plaisir, voilà. Et il y a aussi même une troisième clientèle, c'est les gens qui ont... J'en ai eu un qui s'appelle Nolan, qui m'en a pris un au SICAC, qui est venu voir mon atelier pendant l'été, et qui lui, ça faisait des années qu'il cherchait un couteau de poche sans avoir le coup de cœur, et il a finalement eu le coup de cœur sur un de mes couteaux. Donc voilà, il s'est fait plaisir, il s'est fait un cadeau, et voilà. Ok. J'imagine qu'au début, quand tu commences ton activité, tu dois avoir quand même quelques connaissances dans le milieu pour au moins te renseigner sur des fournisseurs ou sur des machines à utiliser qui sont peut-être mieux, plus précises ou plus performantes pour faire de la coutellerie. Donc, est-ce que le réseautage a une importance vraiment plus grande par rapport à un métier plus lambda, ou... Par rapport à un métier plus lambda, je ne saurais pas te dire. J'ai toujours travaillé dans des milieux un peu en marge. J'ai travaillé dans le poker, par exemple, donc je ne suis pas habitué à des boulots classiques, entre guillemets. Ouais.
Et donc le réseau dans la coutellerie, c'est primordial, je pense, pour trouver des contacts des fournisseurs, trouver le bois qui est bien stabilisé, trouver les bons matériaux. Donc ça, c'est surtout entre nous, on s'envoie des messages entre couteliers, on se donne des infos. Donc ce réseautage est hyper important. Et puis on a parlé un peu avant de faire l'épisode, mais du coup c'est cool aussi parce que pour Clément qui fait de la marqueterie, apparemment vous avez des fournisseurs qui font un peu les mêmes choses. Ouais. Non, ça pour le coup c'était très drôle parce que moi qui du coup justement a assez grandes questions sur où aller chercher, là on parle avec des professionnels qui ont des contacts et quoi que ce soit, et ça débloque tout quoi. Donc je pense que vraiment le réseau, la communication, aller parler quoi, genre aller parler aux artistes, aux gens qui travaillent manuellement, parce que c'est comme ça que ça va aider quoi, ça peut pousser plein de choses. Ok, et du coup, en étant passionné aussi de coutellerie, j'ai souvent entendu parler de Thiers. Oui. Ou Thiers. Non, Thiers. Et comme quoi c'était la capitale de la coutellerie en France ou même mondiale, je sais plus. Oui, ça a été la capitale de la coutellerie pendant très longtemps, ça l'est encore plus ou moins. Mais maintenant la coutellerie s'est développée un peu partout, on a des couteliers et des artisans qui sont partout en France. Mais par contre, ils continuent de créer l'un des plus gros salons français qui s'appelle Coutelia, que j'ai fait du coup en début d'année. Et est-ce que du coup dans ce salon-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans ou est-ce qu'il y a on va dire l'industrie du couteau avec les lames de Thiers ou la marque Thiers ou la marque La Gueule ou et autres Dans le salon ? Dans le salon, ouais. Alors dans le salon, on a vraiment, c'est immense. Il y a 3 chapiteaux. Il y a un chapiteau avec que les artisans, un chapiteau avec les fournisseurs et un chapiteau avec l'industriel, le couteau industriel. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets. C'est bien aussi je crache pas sur l'industriel parce que il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des couteaux d'artisans, et ça reste quand même un moyen de garder cette passion à moindre coût pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc je pense qu'il y a leur place aussi dans ce genre d'événement. Ok. Est-ce que pour un artisan coutelier, c'est envisageable de passer de l'artisanat à l'industriel ou c'est très compliqué? Moi, je ne pourrais pas faire d'industriel. J'aime tellement le fait de faire une pièce unique, de pouvoir réfléchir à ma pièce et faire ce que j'ai envie. Je ne pourrais pas aller dans une entreprise pour faire de l'industriel et répondre juste à des cahiers des charges, quoi. C'est beaucoup moins excitant. Ouais, puis je pense qu'une fois que tu es dans l'artisanat, justement, tu as ce goût de la création unique et de la vraie création. Faire des lignes pour faire de la production de tout ça, je pense que faut poser des brevets, sûrement des trucs, ça doit être tellement compliqué, et je pense pas que ça soit réalisable avec une qualité telle à la fin. Tu perds le plaisir de l'artisanat pour faire un métier pour manger, quoi. Ouais. C'est vraiment de la chaîne. Il y en a qui ça va très bien, hein, qui sont très bien dans ce métier-là. Ouais. Mais moi, ça me correspond pas du tout, quoi. Ah ouais, non, mais moi, je comprends tout à fait. Hein. Et même dans les bureaux, je veux dire, pour toute la partie qui va être peut-être plus conception ou méthode, process ou qualité ou des choses comme ça, les côtés très, on va dire, qui sont inhérents à l'industrie. En fait, le problème de l'industriel, c'est qu'ils ont un critère important, c'est de faire des couteaux abordables. Donc déjà, ça limite beaucoup les possibilités en termes de matière. Voilà, il faut faire de la grosse quantité. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, vraiment, c'est un boulot alimentaire. On perd ce côté pièce unique, réfléchir de A à Z à ce qu'on veut faire. Voilà, c'est un métier passion. En tout cas, en artisan, c'est un métier passion. Moi, j'avais une petite question. Tu disais que tu dessinais pas mal au niveau de la conception de la lame. Ouais, je dessine tous mes couteaux entièrement. Ouais. Papier ou t'es sur ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Inkscape. Ouais, ok, ouais. Voilà, je dessine là-dessus pour voir si les mécanismes sont bons, si les endroits où je fais mes languettes, etc., tout est bien placé. Ouais. Je fais mes designs, etc. Et voilà, moi, un couteau qui sort de mon atelier a été entièrement
pensés et réalisés ici. Ouais. Ouais, ok. Tes dessins, avant d'oser les faire en vrai, est-ce que tu les as fait valider en amont par des collègues artisans couteliers ou est-ce que c'est des choses qui restent très pas secrètes en mode secret de fabrication, mais Il y a un peu de ça, il y a un peu de secret, un peu de ça, ouais. mais par contre j'ai échangé beaucoup avec un collectionneur italien D'accord. que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu au début et qui m'a poussé à oser. En termes de dessin, oser beaucoup plus et beaucoup plus me lâcher, me faire confiance. Ça a été révélateur pour moi d'avoir ces discussions avec lui. Ça m'a permis de vraiment créer mon design, quelque chose qui me plaît, qui me parle. Et lui m'a validé en quelque sorte. Et du coup, le premier couteau liner lock avant que je fasse des roulements à billes que j'ai fabriqué, je lui ai envoyé pour le remercier. Et donc voilà. Ouais, moi justement je voulais rebondir un peu là-dessus dans le processus. Au bout d'un moment, entre les étapes d'imagination, de création et le moment où il faut passer, faut se lancer quoi en fait. Et au bout d'un moment t'as beau demander à tout le monde, si tu testes pas au bout d'un moment tu le fais pas. Et c'est vrai que d'avoir justement des pairs comme ça, et moi je l'ai eu pareil en marqueterie, qui nous disaient non allez-y, réfléchissez pas trop, allez-y, on y va. Ouais. Tu verras bien ce que ça donne et tu y arrives. Tu trouves un moyen de bidouiller au bout d'un moment parce que ça allait pas, il manquait 1 mm ou 0,5 et tu trouves toujours des techniques. Mais c'est vrai que d'avoir quand même quelqu'un au-dessus en soutien, ça fait du bien. Mais il faut se lancer, faut débrancher au bout d'un moment. Oui, mais c'est... En plus, l'artisanat, ça évolue avec l'expérience. Les couteaux que je faisais il y a 1 an et demi ne sont pas ceux d'aujourd'hui, et ceux que je fais aujourd'hui ne seront pas ceux dans 1 an et demi. Donc on s'améliore, on découvre des choses, et puis comme on est seul dans son atelier en artisan, il y a des choses où on va le découvrir au fur et à mesure seul, donc ça prend du temps, et donc mon travail est en constante évolution. Et je pense que les grands couteliers d'aujourd'hui, qui fonctionnent depuis 20 ans, c'est parce qu'ils ont réussi à se remettre en question régulièrement et à toujours essayer d'aller plus loin. Donc c'est important. J'ai plus grand chose à dire ou à demander. Si t'as des choses à rajouter sur les salons, sur ta vie de coutelier, sur autre, hésite pas. Là, pour l'instant, en ce moment, c'est plutôt calme. J'ai mon prochain salon qui sera en début d'année prochaine, qui est l'EKS à Strasbourg. Ok. Voilà, et donc c'est un gros salon. Je vais essayer de présenter des pièces encore plus poussées que ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je vais continuer de faire évoluer mon travail autant que je peux, et essayer de présenter une table dont je sois fier, quoi. Bon, à chaque fois que j'ai présenté une table, j'en ai été fier. C'était pour moi, c'était ce que c'était ce que je faisais de mieux à cette période-là. Donc c'est aussi chouette de revoir les anciennes tables, de voir les couteaux que j'ai pu faire avant et voir l'évolution. Et j'ai d'ailleurs beaucoup les remarques de copains couteliers qui me disent qu'effectivement le travail a évolué, qu'on le voit de salon en salon. Donc c'est génial de voir des retours comme ça. Oui, d'avoir des retours comme ça et puis d'avoir du recul par rapport à ton travail. Ouais. Et d'ailleurs, je pousse les gens, si vous avez un coutelier du côté de chez vous, allez demander si vous pouvez visiter l'atelier, voir un petit peu comment ça se passe. Il y a vraiment une atmosphère particulière dans un atelier de coutellerie. Et il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Moi, c'est mon atelier, je pourrais y dormir, hein. Franchement, je l'aime tellement. Alors, au-delà juste de l'atelier de coutellerie, moi je dirais dans tous les ateliers en général, moi qui suis du bois, c'est vrai qu'il y a une odeur, il y a des couleurs, il y a une atmosphère toujours dans un atelier qui peut être très très agréable. Et n'hésitez pas à les demander, hein, parce que déjà je pense que ça fera des contents. Il y en a beaucoup qui travaillent tout seuls dans leur coin toute la journée, tout le temps, et c'est pas facile. Et c'est un bonheur. Je pense que ça fait toujours plaisir aux artisans d'avoir de la visite parce qu'ils font ça pour justement que leur travail soit vu. Donc il ne faut pas hésiter. Si vous pouvez aller voir des artisans, pas que couteliers, n'importe quel artisan, allez-y, parce que c'est souvent des gens qui transmettent incroyablement bien une passion dévorante. Et c'est à chaque fois un plaisir. Ils auront plein d'anecdotes à vous raconter, plein de machines à vous expliquer, répondront à vos questions. C'est toujours un bonheur.
Parce que nous, on a fait un petit tour dans l'atelier juste avant le podcast. Et c'est vrai que tout est très vite très intéressant. Il suffit que tu sois un peu curieux, c'est foutu, hein, tu passerais la journée. Ah ouais, il y a plein de petites choses, des petits outils qu'on se fabrique, il faut être un peu des merdards, quoi. Il y a des moments où on ne sait pas comment faire, on se crée notre façon de faire, quoi. Ça vient de me faire penser à... Parce que, étant guitariste, j'ai déjà eu affaire à des luthiers pour réparer une guitare ou en acheter une. Et il y en a un qui m'a dit une fois, parce que c'était un métier qui m'intéressait, j'étais intéressé par le travail du bois à l'époque, et il me disait que si tu n'avais pas fait tes propres outils, tu n'étais pas un vrai luthier. Oui, mais j'avais entendu ça dans votre émission, où vous disiez que l'artisan, normalement l'artisan ne devrait pas avoir de machine. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Oui, on a eu un gros débat. Ouais. J'étais pas tellement d'accord avec ça, parce qu'en fait, on a une contrainte aujourd'hui qui est de pouvoir se payer. On peut pas malheureusement vivre d'amour et d'eau fraîche, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas encore possible. Et du coup, on doit avoir une rentabilité. Et cette rentabilité-là, on ne pourra l'avoir qu'avec des machines. Parce qu'en fait, ce que je fais avec des machines, il me faudrait des semaines pour le faire à la main. Et à ce moment-là, ce seraient des couteaux qui seraient hors de prix. Ah oui. Parce que ça serait même invendable. On a besoin des machines en tant qu'artisan pour pouvoir vivre. Alors on était sur un grand débat entre l'artisan et l'artisan, c'était très intéressant, mais tout pareil, un tableau de marqueterie, si j'ai 27 mètres à découper, si je dois le découper à la main avec on quadruple le prix du machin à la fin et c'est toujours pas vendable, quoi. Donc non, c'est sûr que je pense que même d'un point de vue qualité et finition, on est arrivé maintenant à des stades où être aidé d'une machine, sachant que c'est toi qui vas tout paramétrer, c'est pas non plus la fin du monde et ça fait pas de toi quelqu'un de nul. Loin de là, parce qu'il y a tout un apprentissage derrière aussi. Oui, et puis c'est pas parce qu'une machine, tu la règles que forcément on va faire tout comme tu veux. Si, mais je veux dire, derrière tu vas être obligé de façonner un manche. Moi je peux pas le faire par une machine programmée. Ouais. Je fais tout à la main. Le design de base, je le pense moi, je le fais pas créer par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même, l'artisanat ne représente pas que le travail sur machine, il y a tout en amont. Pareil, parce que l'artisanat, on parle aussi beaucoup de la fabrication, mais en fait, c'est pas que ça l'artisanat. C'est développer son projet, développer son produit, le vendre sur les réseaux sociaux qui est hyper important, parce qu'il y a de la communication actuellement, c'est ce qui est le plus important. Tout ça, ça prend du temps. Entre le dessin, où je peux passer des heures et des heures ou des jours entiers à dessiner, la fabrication, faire de la communication sur les réseaux, créer mes packaging, me déplacer sur les salons, tout ça, ça fait vraiment partie de l'artisanat. C'est vraiment une bulle qui englobe tout ça, et c'est ça pour moi qui représente l'artisanat. C'est très intéressant ce que tu racontes, Gaël, et merci. Ça fait du bien de voir cette façon-là. J'ai eu affaire pour la première fois de ma vie, c'était en plus cette semaine-là, c'est pour ça que ça me vient, à vendre mes propres pièces que j'ai conceptualisées sur ordinateur, que j'ai imprimées, que j'ai tout ça. Et il est venu la question, combien je les vends ? Et c'est une question qui est absolument horrible. Alors, c'est une en question... tout cas, au début. Mais pas qu'au début, moi ça fait 1 an et demi. Et... Donne-nous la recette de donner un bon prix aux choses que tu fais. En fait, il y a vraiment 2 voire 3 écoles pour ça, quoi. Déjà, moi, même au bout d'1 an et demi, je suis jamais sûr sur mes prix. J'essaie d'être le plus correct et le plus cohérent possible. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un prix où moi je pourrais me permettre de me l'offrir. Je pense que c'est important parce que je suis pas riche, je veux pouvoir me faire plaisir et ces prix-là me semblent cohérents par rapport à ce que je fais. Il y a Mathis qui me disait aussi que pour décider du prix d'un couteau, lui se disait à quel montant je préfère le garder que le vendre. Oh. Ok. Voilà. Je trouve pas ça trop bête. Si on est honnête avec soi et qu'on se dit ça vaut à peu près de temps, voilà, on va pas faire des prix exorbitants ou déconnants. Mais je pense que se dire, moi ce couteau-là, par exemple, à 300 €, ça m'embête de le faire partir, c'est que c'est pas le bon prix. Voilà. Oui, je vois. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses.
Ouais, et puis ça enlève la dimension terre à terre de j'ai passé tant de temps dessus, j'ai utilisé telle matière, j'ai. Après, il y en a qui fonctionnent comme ça et c'est très bien aussi. Hein. Oui, Qui se font des tableaux Excel en disant mes matières c'est tant, de l'heure je me paye tant. Je serais du genre à faire ça, tu vois, par exemple. Mais ça marche très bien aussi. Il y a des couteliers qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. Et ça enlève la dimension, je trouve, plus. Je l'allais dire ésotérique, mais c'est pas le bon terme du tout. Le côté où t'as mis un peu un bout de toi à travailler sur tel ou tel truc, et du coup, Et d'ailleurs, c'est ça aussi l'artisanat, c'est mettre un bout de soi dans un objet. C'est mettre un bout de son âme dans cet objet. Et d'ailleurs, souvent, moi, ce que je préfère faire, c'est vendre à des gens avec qui j'ai pu avoir des discussions, qu'il y ait un échange, que ce soit une véritable histoire qui se passe, un véritable échange, qu'on ait discuté autour de ce couteau-là, qu'il ait pris en main, qu'il ait essayé, qu'il y ait vraiment une relation humaine et pas une relation de client-artisan. Mais après, il y a des gens qui fonctionnent au tableau Excel, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, et c'est pas plus mal pour autant, parce qu'ils sont aussi très proches de la réalité. Oui, complètement. Donc c'est pas forcément plus mal. Je pense qu'après c'est une question de sensibilité et c'est à toi après de trouver la meilleure façon de faire selon toi. Ouais, c'est juste sur le fait de... Il y a peut-être une lame ou un couteau un jour où tu te diras tiens, sur celui-là quand même, je sais pas, il s'est passé quelque chose quand je l'ai fabriqué. Pour moi, il vaut plus que les autres, même si les matières sont peut-être pas aussi nobles, même si ça dépend passé moins de temps. Ça dépend pas forcément des matières, mais ça va être des détails. Sur les couteaux, des petites choses que tu vas rajouter. Le guillochage et tout ça. Oui, voilà, par exemple, ça peut être des guillochages. Moi, j'en fais pas, mais ça peut être des guillochages. Tous ces détails-là qui vont te prendre du temps vont donner plus de charme forcément à tes couteaux. Et le jour où tu atteins, même si tu atteins jamais, mais le jour où tu atteins vraiment un niveau où les finitions sont quand même exceptionnelles, je pense que tu le ressens et tu te dis bon, là ce couteau là non, je pourrais pas le faire partir au même prix. Si je mets les deux, un d'il y a un an et celui de maintenant côte à côte, même avec les mêmes matériaux, on voit qu'il y a une différence. Je peux pas concrètement les vendre au même prix, quoi. Voilà. Ouais, le niveau de détail, ça me fait penser à des gars parce que j'ai mon beau-père qui imprime des voitures téléguidées ou des trucs comme ça. Et il se sert de plans d'autres gars qu'on fait des trucs de taré. Là, il est en train d'imprimer un Jeep. Donc, il a fait le châssis, la carrosserie, tout ça. Et le gars qui a fait les plans a pensé à faire toute la transmission. C'est des engrenages qui sont imprimés en 3D. Juste à y rajouter des roulements, mais toute la transmission de ton moteur électrique aux roues se fait par un truc mécanique comme une vraie voiture. Okay. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, ça coûte 40 € d'avoir tous les plans. Donc t'as plus de 100 pages de PDF pour t'expliquer quoi imprimer, en quelle matière, quel réglage faire sur ton imprimante, à quoi l'assembler, quelle vis prendre, etc. Et il y en a d'autres à côté, ils coûtent pareil, sauf que c'est pas aussi détaillé que ça. Genre, t'as peut-être juste une carrosserie, il va la vendre 40 balles alors qu'il a juste fait une carrosserie. Mais voilà. En fait, il faut arriver à... Mais c'est des discussions qu'on a beaucoup avec Mathis et Rémi Bouin, qui est pour moi aujourd'hui mon mentor, c'est vraiment Rémi Bouin. Okay. C'est un coutelier exceptionnel et encore plus un humain exceptionnel. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de jardinage comme de coutellerie, quoi. D'accord. Et je pense qu'il faut toujours en mettre un peu plus que la fois d'avant. Parce que les clients ont envie d'avoir toujours un tout petit peu plus, et ce qui se comprend parce que moi en tant que client je serais pareil, j'aurais envie d'avoir toujours un petit peu plus, donc c'est toujours essayer d'aller un petit peu plus loin dans le détail, dans les finitions. Il y a des moments où c'est très dur, hein. Il y a des moments où on a l'impression qu'on n'évolue pas et ça prend du temps, mais je pense que c'est primordial, surtout dans l'artisanat, c'est primordial si tu veux continuer. Ok, ouais. T'as fait un joli petit dessin, Clément. Il est en train d'essayer de me piquer mon boulot. Ouais, c'est ça. Non, pour ceux qui ne verront pas, donc tout le monde, Clément a fait un petit couteau sur son carnet. Je le vois maintenant comme un concurrent. Voilà. Oula. Ouais. Mais ouais, c'est un milieu
depuis que j'ai découvert ce milieu, j'ai pour l'instant rencontré que des gens exceptionnels, des gens vraiment humains dans le partage. Et puis c'est aussi important dans l'artisanat de passer les connaissances, de faire passer les connaissances, parce que c'est des métiers qu'on perd, que ce soit la coutellerie ou d'autres. C'est des métiers qu'on perd et c'est dommage parce qu'on avait des savoir-faire exceptionnels en France. Les cordonniers aussi. Les cordonniers, c'est un métier qui est en train de se perdre. C'est dommage. Et c'est aussi pour ça que j'aime et que j'ai recommandé le village. C'est parce que ici, par exemple, on a la tannerie, je ne sais plus leur nom, qui fournit le cuir à Jean-Marc Weston. Ok. Bastin, la tannerie Bastin, qui est à Saint-Léo et qui fournit donc Jean-Marc Weston qui est à Limoges et qui fabrique les chaussures à Limoges, une partie des chaussures à Limoges, et donc ils fournissent en cuir. On a le moulin d'Hugo. Le moulin d'Hugo, c'est un moulin qui fait du papier, mais avec les machines d'il y a 500 ans. Ok. Ouais, si vous avez l'occasion d'aller visiter, c'est magnifique. C'est que des vieilles machines et ils font du papier avec des fleurs. Donc il y a des papiers où il y a des fleurs intégrées dans le papier. Et c'est magnifique. Excellent. Et là, c'est là où on achète nos cartes pour Noël. C'est fait avec passion, c'est des gens au top. Et tout cet artisanat est vraiment développé sur le village. On a une vitrine des métiers d'art où les artisans peuvent exposer pendant la période de Noël et pendant l'été. Donc c'est vraiment, ça se développe énormément ici. Alors moi je te rejoins sur le côté des artisans qui veulent transmettre et surtout qui sont humains derrière. Ouais. Ils ont mon mentor, moi, qui pendant mes études, qui était d'une bienveillance folle et juste incroyable. Et c'est des gens fantastiques, vraiment, foncièrement, qui sont bons. Alors des fois, tu peux ne pas être d'accord avec deux trois trucs, mais ils sont jamais fermés. Ils vont jamais te contraindre. Enfin non, moi je trouve que insister sur le côté humain des artisans. Oui, parce qu'en fait, ils transmettent pas un métier, ils transmettent presque une passion plus qu'un métier. C'est ça. Donc, avant le métier, avant l'argent, avant la passion. Enfin, c'est la passion qui passe. Ouais. Et tout est important. Enfin, du petit détail. Bon, après, il y a des artisans, c'est des ogres aussi. Hein. C'est des ours. Il y en a. Mais j'aime bien, moi, justement, ces artisans-là, parce que souvent, ça cache un immense cœur derrière. C'est ça. En tout cas, les rares fois où j'ai eu affaire à des ours, derrière, ça avéré être des humains extraordinaires. Ouais. Alors, moi, pour te dire un peu, tu vois, je t'ai montré le tableau de marqueterie. Ouais. Tu vois l'épaisseur du tableau de marqueterie. Ouais. On les a poncés au tank, à la ponceuse à ruban. Je peux te dire, on n'était pas fiers quand le prof lui a dit si, vous inquiétez pas, ça va le faire. Non, je suis pas sûr. Et si, en fait, si, mais voilà, faut avoir confiance en soi et en lui, et ça passe quoi. Et surtout en lui. Et en le matériel aussi. Non, mais c'est pas compliqué, vous posez là, et t'as la machine qui part, et t'es là. Putain, on a 9 dixièmes avec une ponceuse qui tourne très vite. Aïe. Donc des ogres, c'est ça, j'aime bien ces gens-là. Ouais, c'est excellent. Non, écoutez, je crois que on a plus ou moins fait le tour. C'est bien, on a parlé de coutellerie, de ce que tu fais toi, Gaël. Ouais. On est parti ensuite sur l'artisanat au niveau un peu plus large. Ouais. Non, pas mal. Je suis vraiment content de cet épisode. Et puis t'es le premier invité extérieur vraiment je suis pas peu fier. À la bande habituelle. Ça, tu le noteras sur votre page. Le premier invité, c'était Gaël Chevalier. Ouais. Et non, franchement, ravi de t'avoir accueilli avec nous pour un épisode. Ouais, c'est vraiment chouette. Très très chouette. Tout le plaisir est pour nous. Et puis je suis depuis le début. Ah oui, depuis le début ? Ah bah oui, le jour où tu l'as créé, que tu m'as envoyé le lien, ok. J'ai suivi instantanément, quoi. Je l'ai sur Deezer. Parfait. Du coup, merci beaucoup. Et puis, à l'occasion, on peut se refaire ça sans souci. Ouais, alors, carrément. Ça peut-être plus sur la coutellerie, ça va peut-être sur autre chose, mais c'est une invitation. Si toi, ça t'a plu de participer carrément. à ça. Ouais, carrément. Parce que vous aviez parlé de ce que vous pouviez faire comme concept, machin. Il s'avère que ici c'est très calme l'été dehors. Ok. Et que j'ai les bois et qu'il y aurait possibilité potentiellement de faire une nocturne ici qui pourrait être très chouette. Ok. Je suis d'accord. Ça pourrait être très cool. C'est pas tombé dans on se fait un petit feu, on se fait un petit truc. Oui, carrément.
Ouais. Ok. Du coup, ouais, j'ai plus le choix. Enfin, on trouve du matos nomade qui peut tourner sans électricité, sans secteur en tout cas. On va trouver. Oui, ça va se faire. Ok, parfait, j'adore l'idée. Clément, t'es content ? Ah oui. Parfait. Écoutez, merci à tous pour nous avoir écoutés. On est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, Castbox et Podcast Addict. Et vous pouvez venir nous parler sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram. On est là, il n'y a pas de souci. Si vous avez des choses à dire... Oui, Gaël. Et j'en profite pour glisser Évidemment. mon Instagram, si jamais vous voulez voir de quoi on parlait pendant cette émission. Mon Instagram, c'est Gaël Coutelier, tout attaché. Okay. Voilà, ou sur Facebook, Gaël Chevalier Coutelier. De toute façon, il y aura les liens dans la description de l'épisode. Vous pourrez trouver ça en dessous dans la description. Donc voilà. Écoutez, moi je vous fais des bisous. Merci à toi, Gaël. Merci à vous d'être venu. Puis à une prochaine. À la prochaine. Un feu. Ça marche, avec plaisir. Allez. À plus. Ciao.